Bonjour, je suis Yolanda Fernandez, je travaille comme oncologue médicale et je ne peux pas dire que je suis très contente d'être là, pas pour vous, c'est parce que je n'aime pas du tout faire ça, mais, mais on va essayer de s'en sortir, ok? Et j'ai tendance à me dépasser, à dépasser le temps, à dépasser l'intérêt. Je suis passionnée pour mon métier et ça, des fois, c'est lourd à écouter. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Et si vous avez faim, vous pouvez partir. Et j'aimerais bien ne pas aller trop vite, mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter. J'ai le chapitre plus compliqué parce que pour un oncologue de l'année 2023, et de l'écriture de référentiel à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Et je ne peux pas vous épargner des nouveautés. Hein? Donc, je risque d'être un peu différente à mes collègues, mais j'espère que ça va aller. Donc, il y avait deux parties différentes. Ça me posait un souci parce que pour nous, les oncologues sont très similaires. Il y avait le cancer qu'on ne peut pas opérer et le cancer méta. Et c'est vrai que notre rôle à la RCP, c'est toujours dans ces deux domaines assez similaires. Hein? Donc, le cancer qu'on n'opère pas vont mal, le patient ne vit pas longtemps. La meilleure option, c'est la chirurgie et tout le reste sont très moyennes et sont des patients très variés. Et il y a des gens en très bon état général et il y a des gens qui sont très mal. Et la décision doit être prise en équipe. Et l'équipe doit être nombreuse. Hein? On ne peut pas faire une RCP avec un oncologue, un radiothérapeute, un radiologue et un nutritionniste. Il nous faut beaucoup d'aide. Et des fois, on est très nombreux et malgré tout, on galère. Hein? Ce sont des patients compliqués. À la RCP, il faut arriver avec un minimum. Hein? On ne peut pas arriver sans une histologie, un bilan d'extension, et dans l'idéal, le praticien qui présente les cas doit être là. Parce que c'est vrai que la transmission sur l'état général du patient est assez complexe à déléguer. Hein? Euh, Là, je m'adresse au CHIR et je souris parce que c'est pas mon domaine. Et au départ, c'était pour moi assez drôle de voir de son colloque médical qui discutait la opérabilité ou la résécabilité. Je voyais mon chef, mon mentor, le docteur Geoffroy, discuter avec le chirurgien et je pensais, oh, quand même, il est osé, non? Ce sont les chirurgiens qui savent. Non, non, c'est pas totalement ça. On vous aide à voir si quelque chose est opérable ou pas, parce qu'il y a des facteurs qui dépendent du patient. Et là, on est peut-être nous qui connaissons le patient un peu mieux que vous. Et aussi parce qu'on vous freine. Hein? Vous nous freinez et on vous freine. Deux fois, l'oncologue a tendance à faire chimio qui sont presque pré-mortem et vous nous freinez. Et on vous dit stop aussi à vous si vous allez avec votre scalpel trop vite. Hein? Donc, c'est une combinaison entre opérabilité et réparabilité qu'il faut discuter. Hein? Deux fois, le parfait est ennemi d'un bon résultat. Hein? Et chez les patients qui ne peuvent pas opérer, on se pose toujours la question de s'il faut faire une radiochimio parce que c'est vraiment bien comme traitement. Mieux que chimio seul et mieux que chimio suivi d'autres traitements. C'est tout plus compliqué cette dernière option à proposer à tous nos patients. Le patient doit être vraiment bien. Et qui connaît un cancer ORL qui va vraiment bien? Sont plutôt le PCS positif, sont de tumeurs chez quelqu'un qui n'ont pas trop de morbidité. Et dans le but, la chimio première, c'est fait pour faire aussi après, si on peut, une irradiation, plus ou moins chimiothérapie. Et on fait des copies-collées de la préservation à la rangée. On est assez bonne pour les copier-coller. Il y a eu beaucoup de discordances dans les études des chimios seuls d'abord pour réduire la tumeur. Et finalement, on arrive à un schéma qui est devenu notre standard, c'est TPF, où on combine 3 molécules et on a une amélioration de la survie sur une grosse méta-analyse. Mais cette méta-analyse surtout a mis en évidence que la radiochimie est très bien. Hein? Et qu'elle fait une différence et qu'il le fait surtout
une différence maintenue dans le temps. Et c'est mieux faire chimio concomitante que faire chimio suivi de radio. Mais il faut faire attention. Attention aux vieux. Je ne dis pas qu'avoir plus de 70 ans, c'est vieux, parce que je m'approche de plus en plus à des âges où on dit je suis jeune, je ne suis pas jeune. Hein? Mais plus de 70 ans, il faut faire attention. On n'est pas quand même hyper jeune. Il faut faire attention au PS. Le PS est très, très subjectif. Pour un chirurgien en OMS2, pour un oncologue, c'est un OMS2 demi. Donc, bon, le score OMS, il faut être assez objectif parce que c'est vrai que si le patient est mal, il ne faut pas faire de chimio. Et la chimiothérapie de préférence doit être cisplatine. Et le patient qui ne peut pas avoir cisplatine, qui sont assez nombreux, peut recevoir Cetux. Et Cetux donne un bon résultat. Il est toxique. Il n'est pas une petite chimio. OK? Cetux fait des effets secondaires, donne des effets secondaires assez contraignants. Donc, il ne faut pas penser que Cetux n'est rien. Hein? Des fois, les patients disent bon, ce n'est pas une chimiothérapie que je fais. Je dis bon, oui, ce n'est pas une chimio, mais quand même, vous allez voir qu'à la fin de la radio-chimio, Cetuximab plus radio, vous n'êtes pas le même. Par contre, il est efficace, il a montré un bénéfice en overall survival et en plus, il est moins bon que cisplatine, mais il n'est pas si mauvais. Hein? On a eu un moment où les oncologues, on ne met pas Cetux. On est de nouveau dans la vogue de... Il y a des modes aussi en onco. Et on a essayé de d'escalader parce que Cetux est aussi contraignante. On a essayé pour le P16 et ça ne marche pas. Hein? Donc, si on tient à la lettre, pour le traitement en première ligne non opérable, il faut faire radiochimio. Si on peut, 3 perfusions de cisplatine. Au milieu, à la fin, au début, au milieu et à la fin. Il faut maintenir la dose. Il faut venir à toutes les séances de radio. Si on ne vous aime pas à la radio, l'efficacité du traitement diminue beaucoup. Et il y a des alternatives. Il y a Cetux et il y a aussi Carbo 5-FU que s'utilise beaucoup moins parce qu'il est assez contraignante. La perfusion est, sur quelques jours est contraignante. Et pour le un peu âgé, des fois, il faut mieux se retirer. Donc, ça, c'est notre arbre décisionnel sur les référentiels qui est assez simple. Et j'étais choquée, mais c'est vrai, parce que je ne fais pas ces réflexions comme mon corps. Il faut demander un avis, il faut se poser la question de si on va aider ou pas. Et si on n'aide pas, c'est mieux de faire soin de confort. On est très mauvais en faisant ces choix les oncos. Il faut nous aider. Hein? Il faut nous aider à retire-toi, tu ne vas pas aider et tu tentes quelque chose qui ne va pas bien ou qui potentiellement ne pourrait pas aller bien. Donc, on ne déscalade pas, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à comment est-ce qu'on peut être moins toxique et comment est-ce qu'on peut intensifier le traitement pour être plus efficace. Ça, ce n'est pas les référentiels. C'est là où je fais ma petite déviation avec votre permission. Donc, on essaye toujours, Monsieur Geoffroy, il n'est pas là, non? Je suis libre donc de dire que cisplatine hebdo, c'est aussi bon que cisplatine tous les 3 semaines. Mais attention, si ça va être enregistré, il faut l'interdire, ok? Parce qu'il va dire que non. Mais oui, je le courbe, c'est oui, hein? C'est oui. Il est moins toxique aussi au niveau de autotoxicité, se tolère mieux. Et on a tendance aussi à utiliser ce protocole en adjuvant. Que personne ne dise à Lionel que je dis ça. Je veux le nier. Gortec a réalisé une super étude pour intensifier avec l'immuno. Si on ajoute l'immuno, on croyait qu'on allait être hyper bon pour tous les groupes, mais non, on est surtout bon pour le fragile. Hein? C'est une super étude qui a montré qu'on peut intensifier la radiochimio avec radio plus cetuximab, avec un peu d'immuno et que ça va surtout bien pour les plus fragiles. C'est un super résultat et c'est un changement de pratique. On a testé l'immunodentretien après la radiochimio et il y a des données qui pourraient aboutir à une autorisation de mise sur le marché pour Durva. Parce que vraiment, ça montre un bénéfice.
Diablan, c'était un échec. C'était l'association de l'immuno avec la radiochimio qui marchait pas bien. Mais attention, petite bémol, parce que pour le P16, PDL1 positive, il y avait une tendance à que ça pourrait marcher, confirmée par les keynote 412, où on associe des pembrolizumab négatifs, mais tendance à aller un peu mieux vers le CP score positif. Ça ne sort pas dans le référentiel. Ce sont des petites... donc, et là, une pépite qui peut-être peut aboutir à quelque chose, c'est l'association des nouvelles molécules qui inhibent l'apoptose cellulaire. On a participé ici à l'étude Trilanx des bio avec cette molécule qui donne des courbes que ça faisait une vingtaine d'années qu'on ne voyait pas. Avec c'est un mécanisme qui inhibe l'apoptose cellulaire. C'est un antagoniste. Et il y a beaucoup d'études en cours. On a participé ici à le premier, le keynote, le niveau post-op, le Trilanx. Donc, on ne change pas la lettre pour le traitement première ligne. Tout ce que je vous ai expliqué ne change pas le référentiel, mais ça vous donne des idées sur où est-ce qu'on va. L'arbre décisionnel ne change pas. Là, je me sens très inconfortable parce que sur la chirurgie de résidus, je suis mitigée. Donc, je ne sais pas, le référentiel, là, le est à la lettre. Les choses qui ne sont pas opérées au départ sont rarement opérées après. Et le chirurgien, normalement, me dit ça, et je vous crois. Et le résultat le montre aussi. Et aussi, j'avais appris en préparant votre séance que les volumes à extirper, c'est les volumes initiels, que c'est quelque chose que je ne savais pas. La tumeur pouvait être énorme, je l'avais fait réduire avec ma chimio, mais vous opérez avec la mentalité de la tumeur initiale. Il ne faut pas escalader cette chirurgie et opérer que ce qui reste après la chimio. Et là, des fois, la pratique, il faut s'adapter au cas parce que si la tumeur initiale était très importante et la chirurgie était très délabrante, on ne peut pas se référer à cette chirurgie parce qu'on avait cherché le bénéfice de la chimie. Donc bon, là, je ne suis pas bonne. Je ne peux pas vous aider pour cette décision. Et la chirurgie de résidus est compliquée. Il semblerait qu'à long terme, elle ne donne pas trop de bons résultats. Il y avait une série assez nombreuse avec beaucoup de complications et avec un taux de survie très faible. Mais c'est vrai qu'on l'a fait. C'est délicat. Il faut expliquer au patient qu'est-ce qu'il peut attendre et qu'il n'ait pas de faux espoirs. Je crois que ça, c'est important. Que le traitement combiné de tous peut aboutir à quelque chose, mais on n'aura pas de super résultats si on est passé par une tumeur non résécable d'emblée. On pourra discuter après si vous n'êtes pas d'accord. Donc, il y a des fois qu'on rattrape la tumeur primitive, et des fois on rattrape le ganglion. Les résultats ne sont pas hyper chouettes. Sur les cancérinomes, jusqu'à maintenant, ça va? Je suis presque bien. Carcinome méta. Là, il y a beaucoup à dire et là, je me suis coupée. Je ne veux pas vous embêter. Mais le carcinome méta, c'est beaucoup plus compliqué qu'on y croit. En général, on a des méta comme nous, qui sont comme nous, avec des petits nodules pulmonaires asymptomatiques. On a des méta-catastrophes. Ils sont un groupe de patients très hétérogènes et le référentiel ne peut pas écrire toutes les variétés des patients qu'on a. C'est vraiment une discussion très compliquée. C'est compliqué parce qu'elle risque de paraître simple. Tout ce qui paraît simple n'est pas vrai. Et la seule chose que je voudrais que vous ayez en tête en sortant d'ici, c'est que ce n'est pas un score ou ce n'est pas un référentiel qui va vous aider principalement à traiter un patient. Le référentiel, c'est une sorte de structure basique, mais après, chaque patient
doit être discuté avec une stratégie un peu à long terme. L'oncologue ne doit pas choisir une ligne sans avoir choisi déjà la deuxième. Et, et c'est vraiment vrai. Hein? Ça, c'est presque le message plus important. Il faut penser à après. Hein? Donc, on présente un RCP. Qu'est-ce qu'on a besoin pour un cancer méta? On a besoin de savoir qu'il est méta. Donc, il y a une biopsie. OK, l'histoire naturelle nous dit qu'il est méta parce que tout cadre bien. Et s'il y a des doutes, il faut biopsier. Est-ce qu'il y a très peu de méta? Est-ce qu'il y a beaucoup de méta? Qu'est-ce qu'il a eu précédemment? Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'on peut l'inclure dans un essai clinique? Ce sont des questions basiques chaque fois qu'on présente un méta ou un RCP. Avant 2016, tout était à peu près clair. Jamais clair, mais il était beaucoup plus clair que là. Donc, on avait un protocole, attention au nom, parce que ça dit déjà beaucoup, extrême. Extrême. Extrêmement toxique aussi, mais extrême. Et on savait que si le patient était supérieur, on faisait extrême, et ça marchait très bien. Et après, on avait nos petites chimio-monothérapie. Et s'il était mal, on bricolait un peu extrême, et après, on le passait en soins pâles. Et s'il était très mal, on faisait rien. Mais après 2016, il y a eu l'arrivée de l'immuno, qui a commencé par la deuxième ligne, comme toujours en onco, tout commence par la deuxième et après on monte à la première. Et il y a eu Pambro et Nivo qui ont été approuvés en deuxième et qui nous ont fait changer complètement la vie parce que Pambro a été comparé seul avec chimio ou avec comparé. Pambro seul, Pambro plus chimio ou chimio. Et ça, c'est un choix très compliqué à faire, très compliqué à faire. Le essai clinique a été positif, mais il ne comparait pas le bras Pambro versus Pambro chimio. Et cette notion est très importante à tenir en compte parce que le résultat est positif. C'était un star. Tout le monde voulait faire Pambro parce qu'en plus, on nécessitait un score CPS tout petit, positif, pour dire OK, on fait Pambro. C'est vrai, il est positif, mais le choix est très, très tricky. Un score CPS 1 n'est pas la même chose qu'un score CPS plus de 20. Et nous, les oncologues, on pourrait avoir le défaut de simplifier et dire, c'est simple, j'explique à mon patient que si la maladie a tendance à grossir gravement, il le met en danger, je fais chimio plus Pambro, et s'il est moyen, il y a des petites méta pulmonaires asymptomatiques, je fais Pambro seul. Attention, il faut penser qu'est-ce qui va passer après dès qu'il progresse. Et là, c'est tout l'enjeu de ce choix. On ne devrait pas, et là on coupe le vidéo, on ne devrait pas faire Pambro seul si le score CPS est entre 1 et 20. Parallèlement à l'extraordinaire succès de l'immunothérapie, le français ont conçu un schéma extraordinaire qui s'appelle TEP Extrême. TEP Extrême est un bon schéma. Il introduit le taxane à nos habitudes et il le compare avec Extrême, que c'était pour nous le king des kings. Et Extrême, on faisait 6 cycles, TEP Extrême, on fait 4, et ils sont équivalents. C'est un bon essai clinique bien fait, et les résultats ne sont pas décevants. J'ai vu beaucoup de gens dire que l'étude était négative. Non, l'étude n'est pas négative. Le vrai comparateur est extrêmement bon, extrême et extrêmement bon. Il est beaucoup plus extrêmement bon dans cet essai clinique qu'auparavant. On avait des moyennes de PFS de 10 mois et là, dans le bras comparateur, on a 13 mois. C'est difficile à battre. On sait qu'elles sont pareilles. On sait qu'on peut utiliser les deux. TEP extrême et extrême sont bien et il faut choisir le patient pour un ou pour l'autre. Mais c'est un résultat négatif en petit mot. Négatif, il n'est pas négatif. Ils sont très bons schémas tous les deux et on peut voir, l'étude ne pouvait pas avoir la puissance statistique pour voir cette différence. Ce qu'on a gagné sont deux schémas potentiellement très, très, très efficaces. Donc, c'est pour ça que je mets cette diapo. Il est négatif, mais as a reminder.
extrême montrait une médiane de survie globale de 10 mois et dans cet essai clinique, il est de 13 mois. Donc, on a plusieurs choses à donner à nos patients extrêmes, TPEX, on peut adapter à petit protocole hebdomadaire, ou faire son cétuximab, et le référentiel signale de façon simple et correcte, malgré mes nuances, qu'en première ligne, en reçu non résécable, il faut faire le CPS pour se situer. Si le score CPS est supérieur ou égal à 1, le traitement est pembro, seul ou en association, seul, je le dis à petite voix. Dans la mesure du possible, il faut que ce soit en association, surtout si la maladie est rapidement évolutive ou dangereuse localement, et si le score est négatif, on fait extrême. Les patients oligométas sont des patients qui ont très peu de métastases, normalement pulmonaires, et là, on peut, et le référentiel le signale, on peut faire des traitements locaux, on peut opérer un petit nodule pulmonaire, on peut faire une petite cybernaille sur des nodules pulmonaires, et on a des bases scientifiques pour dire que ces patients vivent plus longtemps. Dans la stratégie en première ligne, on l'a dit déjà, on sait notre CPS, on choisit notre traitement selon le besoin clinique du patient. Nivolumab, c'est une immunothérapie qui est approuvée en France, commercialisée en deuxième ligne après échec à celle des platines. Et Nivolumab a été comparé avec d'autres petites chimios et ça marche mieux. C'est indépendant du score CPS. C'est un New England dans lequel on voit que tout le groupe, tout type de patient, on a un bénéfice. Donc, pour niveau, on n'a pas besoin de CPS. Si on a fait chimiothérapie d'abord avec cétuximab, après, on fait niveau en deuxième. Dans la stratégie thérapeutique en deuxième ligne, c'est cet algorithme. En première ligne, on fait, selon les scores CPS, soit pembro plus chimio, soit le protocole extrême, soit TPEX. Si on a utilisé chimio plus TETUX, après on passe à niveau. Et si on a utilisé immuno, on peut passer à extrême, donc faire l'inverse. Et si on a tout utilisé, que c'est le cas certains, parce qu'on fait l'optimal en première, et ça aussi, il y a des sciences derrière. Il faut frapper fort au départ pour frapper moins fort après. On ne fait jamais au contraire, hein? Parce que comme ça, on rallonge la vie de patient lors de la première ligne. Donc, il ne faut pas être étonné si vous voyez que l'oncologue charge tout dans la première, parce que c'est ça qui augmente l'OS. Donc, dans les cas au milieu, vous voyez que si on fait pembro plus platine 5-FU, après, on propose normalement essai thérapeutique. Et sinon, on fait paclitaxel cétuximab. Paclitaxel cétuximab ne sont pas synergiques, mais sont potentialisés l'un avec l'autre. Et là, 5 minutes, je ne suis pas trop en retard, non? Je peux aller. Donc, il y a de nouvelles perspectives qui sont très, 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 très intéressantes. On connaît le rôle du système immunitaire, on est capable de faire des vaccins, on est capable de créer des cytokines, on est capable d'améliorer notre système immunitaire avec des anti-angiogéniques. On est capable de créer des vaccins par plateforme de biomoléculaires et on fait déjà des vaccins liés à un type de tumeur spécifique. Surtout les HPV sont très intéressants parce que la réponse immunitaire à toutes les tumeurs dont l'origine est virale est très importante. Et avec des taux de réponse très, 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 très prometteuses. On peut faire des vaccins pour une personne concrète et pour sa tumeur. Ça, c'est hallucinant. Il y a déjà des posters, des vaccins personnalisés aux patients et aux tumeurs. On extrait ces cellules, on les modifie et après on les réinjecte pour lui-même. On a aussi d'autres voies comme la voie de nectine, qui est une molécule d'adhésion, et on a des anticorps conjurés. Les anticorps conjurés, si vous n'êtes pas familiarisé, c'est la mode là. Tous les oncologues discutent des anticorps conjurés pour d'autres pathologies aussi. Un anticorps conjuré, c'est un anticorps qui a avec lui une chimiothérapie qui va vers les ligands
qui arrive au lieu, le ligand de lait, et délivre la chimiothérapie. C'est une façon de mettre la chimiothérapie dans la cellule qui nous intéresse, au lieu de faire comme on fait normalement avec les canons, avec on dispare la chimio partout. Hein? Donc l'anticorps conjugué est vraiment une idée de génie. Hein? Donc on a déjà des anticorps conjugués aussi pour le cancer tête-cou et avec des super réponses. Et on a des mélanges, vous savez qu'on aime bien mélanger, donc on mélange aussi anti-FGR comme Cetux, mais anti-FGR un peu plus global, pas que sur un seul récepteur, et on le mélange avec l'immuno. Et on teste aussi d'autres ciblés comme HRAS, parce que certaines tumeurs tête-cou expriment ces récepteurs, et on a des thérapies ciblées qui montrent aussi, regardez sur le diagramme, des belles réponses. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Impossible. Bon, donc, c'était pas comme ça qu'il fallait que ça marche. Je devrais avoir eu une explication porménorisée de votre référentiel, mais je peux pas m'empêcher de faire comme ça. Si pour vous, ça va, ça bouge énormément, donc je me sentais coincée pour répéter le référentiel, c'est pour ça que j'ai choisi de faire comme ça. Merci.